Valérie Masson-Delmotte. Bonjour. Valérie Masson-Delmotte, vous êtes climatologue, vous êtes au CEA, au Commissariat à l'énergie atomique, donc Université Paris-Saclay. Vous êtes coprésidente du groupe 1 du GIEC. Et donc, vous avez participé et supervisé ce rapport produit à l'été 2021. Oui, depuis 3 ans. Voilà, qui a beaucoup fait parler, parce qu'on sait tous que nous sommes à un moment à un moment catastrophe, hein, pour faire simple. Moi, ce que j'ai observé, c'est une attention croissante pour ce point sur les connaissances scientifiques, et tout particulièrement dans le monde des entreprises. Vous proposez dans le rapport, on a débattu des causes, on a débattu des constats aussi, vous proposez dans le rapport des scénarios d'émissions, de projection, en termes d'émissions. Et à ces scénarios, vous m'arrêtez si je fais erreur, mais quand on raisonne scénario, c'est qu'on raisonne risque. Voilà, et risques associés. Alors, est-ce qu'on peut dire 2 mots sur ces scénarios et puis ensuite les conséquences pour les décideurs? Oui, alors ce sont des scénarios qui sont développés comme une base de travail commune par une large communauté scientifique, et nous on s'appuie sur l'analyse en fait des éléments de la littérature scientifique pour faire le point sur l'état des connaissances. Et donc en fait dans ce rapport on utilise 5 grands scénarios qui sont des narratifs contrastés sur les types de développement et les implications sur l'influence humaine sur le climat. Ces 5 scénarios sont utilisés pour un énorme effort de modélisation du climat global, donc d'intercomparaison de tous les modèles à base physique de représentation du climat, ce qui nous permet, nous, d'analyser ce qui est robuste, les incohérences entre modèles, donc les limites aux connaissances qu'on peut avoir. Et donc les scénarios couvrent des possibilités de curseurs très forts sur la soutenabilité pour le développement socio-économique, et donc des émissions de gaz à effet de serre qui baissent, ou qui baissent très fortement dès les années à venir. Un scénario intermédiaire de stagnation d'émissions à peu près au niveau actuel dans le monde, sachant que les promesses que les États ont mises sur la table, pour lesquelles on n'a pas toutes les informations aujourd'hui, il manque celles des grands pays émergents, ce serait plutôt, en fait, les engagements des pays iraient plutôt dans cette direction-là. Et on a aussi des scénarios d'augmentation forte ou très forte d'émissions de gaz à effet de serre, sachant que les scénarios d'émissions très fortes sont maintenant moins plausibles, au sens où on a d'abord des politiques climat qui sont en place, et puis on a également des ruptures technologiques qui rendent par exemple l'utilisation du charbon moins pertinente qu'il y a quelques années. Voilà. Alors d'un point de vue purement du fonctionnement du climat, pour nous c'est important d'avoir une palette de scénarios, y compris de choquer en fait, la machine climatique par des émissions fortes, pour évaluer par exemple des non-linéarités pour lesquelles on a une confiance faible dans notre capacité à complètement les comprendre. Par exemple dans la réponse du cycle du carbone, de la végétation, sa capacité à stocker du carbone ou des sols, ou bien la réponse de l'écoulement des calottes de glace. C'est vraiment des points durs en fait, des limites de nos connaissances, et on souhaite en fait explorer une gamme assez large plutôt que d'extrapoler sur une plage réduite où on ne serait pas forcément pertinent. Alors, à ces scénarios, il y a des risques associés, évidemment. Alors, pour chaque scénario, on a en fait maintenant une estimation plus fine de la réponse du climat global. Et on a réduit en fait, c'est une avancée considérable, donc la communauté scientifique a réduit quasiment d'un facteur 2 l'incertitude sur la réponse de la température à la surface de la Terre quand on rajoute des gaz à effet de serre. Donc on a en fait pour chaque scénario une meilleure estimation puis une plage d'incertitude à horizon 2050-2100. On a également les conséquences à l'échelle régionale. Et donc, par exemple, notre atlas interactif, il permet de naviguer dans cette information. Vous intéressez à l'Europe de l'Ouest, par exemple, ou bien aux Caraïbes, ou bien à l'Australie. Vous pouvez en fait zoomer sur chaque région et visualiser l'évolution des moyennes, des extrêmes, de certains indices dont on sait qu'ils sont associés à des seuils de tolérance, à horizon des prochains 20 ans, du milieu de siècle, de fin de siècle, en fonction du niveau de réchauffement planétaire, en fonction du scénario. Voilà, c'est les différentes dimensions qu'on utilise. Et en termes d'analyse de risque, ce que les représentants de tous les pays, les parties prenantes, le monde des entreprises, des actuaires en particulier, nous ont demandé, c'est pas simplement de fournir là où on a la confiance la plus élevée, mais c'est aussi de regarder les queues de distribution, en fait. Donc des événements qui ont une faible probabilité d'occurrence, mais qui, s'ils se réalisent, entraîneront des impacts considérables. C'est quelque chose qui est critique en termes de gestion de risque. Et donc, on fournit aussi cette information. Alors, ça peut être, par exemple, sur des événements extrêmes composites. Par exemple, une submersion côtière avec une inondation pluviale sur une ville côtière, c'est un risque majeur. Donc, plus le niveau de la mer monte et plus le climat se réchauffe,
avec des pluies torrentielles qui peuvent augmenter, plus ce type d'événement devient probable. Donc on a mis un accent sur ce type de choses. Ou bien les conditions propices à des incendies de forêt, c'est des conditions très chaudes, très sèches, ventées. Donc purement du point de vue météorologique, pas de la gestion des forêts. On regarde aussi cette information-là. Ou bien ce qui pourrait entraîner une accélération dans la montée du niveau des mers. Donc le fait de dépasser des seuils qui sont mal connus et qui pourraient entraîner un glissement plus rapide de certains secteurs de l'Antarctique. Donc on ne peut pas dire quel est le niveau de réchauffement ou l'horizon temporel qui conduira à ça. Par contre, si ce type de mécanisme se met en place, physiquement on peut calculer l'écoulement qui en résulterait et donc on le rapporte également. Voilà. Donc c'est vraiment un rapport qui est construit avec un chapitre dédié à l'information climatique pertinente pour l'analyse d'impact, l'analyse de risque, en gros à l'échelle régionale. On a des fiches de synthèse par région, mais aussi on est en train d'y travailler des fiches de synthèse par secteur d'activité, parce qu'il y a des éléments qui sont tout à fait pertinents pour le secteur des actuaires, des assureurs, mais aussi pour la gestion de l'eau, la gestion des forêts, le dimensionnement des bâtiments en fonction des extrêmes chauds qui vont se produire. Voilà, donc nous on essaye aussi d'aller le plus possible vers les utilisateurs de cette information. Bien sûr. Je peux vous poser une question très sensible. Oui. 2022, ça va être la présidentielle. Un débat commence à gronder, c'est le nucléaire. C'est-à-dire, est-ce que finalement, la meilleure réponse pour se transformer, c'est pas le recours au nucléaire? Votre position personnelle sur un sujet comme celui-là. Alors moi, je ne suis pas une spécialiste du nucléaire, en fait. Et dans les précédents rapports spéciaux du GIEC, en particulier celui sur 1,5 degré, il y avait une partie qui touchait à cela. Je ne m'en suis pas du tout occupée, ce sont d'autres coprésidents qui l'ont fait pour éviter toute perception de conflit d'intérêts. Donc ça, c'est sur mon rôle vis-à-vis du GIEC et mon domaine de compétence qui est le climat. Après, ce que je peux juste dire, c'est qu'en France, pour des raisons historiques qui n'ont rien à voir avec le climat, on a une électricité qui est essentiellement décarbonée. Hydroélectricité, nucléaire, montée en puissance des renouvelables, en gros. Voilà. Mais ça n'est que 15% en gros de l'ensemble de l'énergie utilisée en France. Le reste est essentiellement du fossile pour le chauffage, pour les transports. Et donc, je pense que sur la France, il y a un enjeu à conserver une électricité qui reste décarbonée. Il y a des points de vigilance avec ce qui se passe en ce moment du côté de la Belgique. On va remplacer des centrales nucléaires par des centrales à gaz. Mais on est aussi aux avant-postes, c'est-à-dire que chez nous, réduire les émissions de gaz à effet de serre, ce n'est pas toucher à quelques gros acteurs, quelques grosses centrales thermiques, le secteur de l'électricité, mais c'est en fait beaucoup plus diffus. Le premier facteur d'émissions en France, c'est les transports. Et puis après, à peu près à part égale, on a l'industrie, le secteur du bâtiment et puis l'agriculture. Et donc, finalement, les questions qui se posent en France pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, c'est les questions qui vont se poser à tous les pays quand ils auront déjà décarboné leur production électrique. Et c'est quelque chose qui ressort très clairement dans les rapports du Haut Conseil pour le climat, qu'on a rendus plusieurs années de suite, et en particulier l'été dernier. Merci Valérie Masson-Delmotte. Merci.